a débarqué avec une armada de bouteilles et de vin. Et nous sommes également en compagnie de quelqu'un d'autre de Radio Lac. Bonjour Robin Garcia. Mais bonjour. Alors, Robin est tout content, effectivement. Robin travaille à la matinale de Radio Lac. Il réalise la matinale. Exactement. Et donc, vous ne l'entendez pas, mais vous entendez ses petits doigts de fée qui ouvrent et ferment les micros toute la matinée en compagnie de Philippe Verdier et Sophie Gaillard. Robin Garcia, vous aimez beaucoup le vin ? Ah bah oui, on m'a dit qu'il y avait des dégustations. Je suis venu. Direct. Voilà, il s'est inscrit. C'est le premier à s'être inscrit. Ils savent pas à quoi ils s'attendent. Hein. Nos auditeurs non plus, mais c'est... Donc c'est un petit peu un test. Il faut être indulgent avec nous aujourd'hui parce que on va essayer donc de mener à la fois cette chronique et en même temps de déguster. Juste, on tient à vous préciser qu'on a quand même des crachoirs à notre disposition. C'est-à-dire qu'on ne va pas boire tout le vin. Enfin, en tout cas, pour ma part et pour celle d'Olivier. Robin, je crois qu'il a l'intention de utiliser l'accusation. Robin, je crois qu'il ne va pas trop utiliser le crachoir. Si, quand même, on va rester sage. Donc alors, peut-être pour nous donner un petit peu de contexte, Olivier Bourseau, expliquez-nous un peu ce qu'est une dégustation, à quoi vise ce cours aujourd'hui. Voilà, posez-nous un petit peu les bases. Merci Maud. Alors oui, donc aujourd'hui on va faire un cours de dégustation et merci Maud et Robin d'être mes cobayes, puisque ça va être un petit test aujourd'hui de faire une... 10h midi sur Radio Lac, mieux vivre avec Maud Carlus. Voilà, donc on a une autre petite annonce, on a bien compris, donc on est tous ensemble. Excusez-moi Olivier, allez-y. Pas de problème, donc je disais, donc on fait un cours de dégustation en live, on en avait déjà parlé précédemment. L'idée c'est de, apporter de l'information à nos auditeurs et peut-être de les former à la dégustation aujourd'hui. Donc si nos auditeurs ont un papier et un crayon, ils peuvent prendre des notes, il n'y a pas de problème, et nous suivre. Et donc s'ils veulent interagir aussi avec nous, ils peuvent aller sur le WhatsApp, Maud, on peut rappeler peut-être... Oui, le 079 91 8 3000 si vous avez des questions... ou des observations si vous trouvez que on a goûté trop de rouge ou pas assez de blanc, vous pouvez nous en dire un petit mot évidemment. Alors on va faire un cours de dégustation aujourd'hui. L'idée c'est d'apprendre un peu les bases, les rudiments pour mieux déguster par la suite, pourquoi est-ce qu'on déguste, Maud, à votre avis ? Pour savoir si un vin nous plaît, s'il est bon. Oui, absolument, mais surtout pour se faire plaisir. Mais oui. Ne soyons pas timides aujourd'hui. Donc l'idée c'est vraiment de se faire plaisir, puisque si on peut mieux analyser le vin, si on peut mieux le décortiquer, si on comprend un peu mieux ce qui se passe dans le verre, si on peut mieux sentir les arômes, si on peut mieux goûter les goûts, on aura plus de plaisir par la suite. Et c'est un peu le but de l'émission aujourd'hui. Oui, alors c'est pas forcément évident. Parfois ça peut faire un petit peu peur, la dégustation, parce qu'il y a toujours plein de mots un peu bizarres, un peu barbares qui sont employés. C'est rond, c'est doux, c'est long en bouche, enfin des choses comme ça. Et parfois les gens sont un petit peu intimidés, donc c'est aussi votre rôle en tant que caviste finalement d'essayer de faire tomber ces préjugés. Absolument, on va essayer un peu de casser les mots techniques de la dégustation, les expliquer en termes simples pour que nos auditeurs comprennent et puissent effectivement appliquer ce qu'on va dire aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est vraiment une base pour les auditeurs pour ensuite essayer d'appliquer au restaurant, chez eux, avec des amis, en ouvrant des bouteilles de vin et en sachant un petit peu mieux ce qu'ils font avec la dégustation. C'est assez compartimenté la dégustation, on va voir. Il y a vraiment 3 étapes bien distinctes. Il y a l'étape visuelle, olfactive, ce qu'on sent, et gustative, ce qu'on goûte. On va expliquer tout ça. C'est assez simple. On va voir. C'est très simple d'approche. Tout le monde peut se joindre aujourd'hui à l'émission. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc on va attaquer. Allez, on est parti. On commence par quoi en fait ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors vous avez un verre, tous les deux, oui. Tous des verres. Donc alors nous avons des verres. Attendez, je vais rapprocher mon verre. J'ai même vu que vous m'aviez servi. Donc hop, je rapproche les verres. Robin va vous entendez, ça fait cling. Voilà, on commence. Alors, commencez à nous expliquer un peu ce que vous bien sûr. Donc là, en fait, on va attaquer sur la partie visuelle de la dégustation. Alors, en fait, la partie visuelle, on peut apprendre des choses. On peut apprendre, par exemple, la première chose qu'on peut voir, c'est effectivement les pigments. Alors là, on a un verre de vin rouge. Je ne sais pas si nos auditeurs nous écoutent ou nous voient. Alors, je vais tenter de le mettre. Alors là, mais oui, les auditeurs peuvent vous voir. Si vous voulez voir Olivier Bourseau avec son casque et aussi Olivier Robin Garcia à côté avec le verre de vin. Donc il est 11h et en fait, alors petit aparté, c'est parfait pour déguster. Pourquoi ? Parce que nos sens sont en éveil. Très bien. Lorsque nos sens sont en éveil, c'est là où on est le plus près pour la dégustation parce qu'on est plus réceptif. Donc une dégustation avant les repas. À jeun, d'accord, carrément. Donc en fin de journée, c'est pas la meilleure idée finalement. Alors en fin de journée, oui, avant de dîner. Avant de dîner.
Ouais. Très bien. Robin ça me donne Garcia. une excuse. Ah bah voilà. Robin, vous le saviez, vous, et c'est pour ça. Donc en face, on va commencer avec l'étape visuelle, la première étape. Donc dans la première partie de l'émission, on va faire ça. En deuxième partie de l'émission, on fera l'étape où on sent, l'étape olfactive, et après l'étape gustative. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Donc la première partie, c'est l'étape visuelle. On va pas pouvoir goûter avant la fin de l'émission. Moi, je suis un peu déçue là. La déception dans vos yeux, Maud. Oui, c'est terrible, c'est terrible. Donc on a un verre de vin rouge en face de nous qui est de couleur assez foncée. Pourquoi c'est intéressant aujourd'hui de parler de cette couleur foncée? C'est parce qu'en fait, les pigments rouges qu'on appelle les anthocyanes dans les vins rouges, ils viennent de la peau du raisin. Dans les, je dirais 99% des cépages qui sont utilisés pour faire le vin, la peau est rouge, mais la chair est blanche. Et en fait, on fait du vin rouge en faisant macérer ces peaux avec ce jus. C'est ce qui donne la couleur rouge. Et donc, cette couleur rouge, elle est plus ou moins marquée en fonction des cépages, en fonction des climats évidemment. Et elle va nous donner une indication sur la structure. C'est-à-dire que plus on a une couleur foncée, plus le vin va être structuré tannique. Alors j'expliquerai ce que c'est structuré tannique par la suite, mais déjà on a une indication par la couleur, puisque en fait les pigments rouges, les anthocyanes, Robin et Maud, c'est la même famille de molécules que les tannins, c'est les polyphénols. Donc on a, en fait, quand on a de la couleur, on a de la structure. À vos souhaits. Voilà. Robin, ne commencez pas. Voilà. Donc, là, en fait, alors, qu'est-ce que ça nous indique donc un vin avec donc là on est sur une couleur assez foncée, et donc quand on a une couleur assez foncée, normalement on a pas mal de structure, et là ça se révèle avec ce vin qui est un vin du Languedoc-Roussillon. Sud de la France. La région natale, je peux le dire. Absolument, c'est pour ça que j'ai pris ce vin. Qui est à base... formidable. Alors, il vient d'où? Expliquez-nous. Ah, vous voulez pas me le dire, peut-être? Je précise qu'on n'a pas encore bu. Donc, il y a du Carignan, Grenache, principalement. Et donc, le Carignan, c'est un cépage qui est un cépage espagnol qu'on appelle Carignano, je crois, en espagnol. Il y a un autre nom aussi en Catalogne. Et ce cépage, il est très tannique. Et donc, c'est un cépage qui donne beaucoup de couleurs. On peut le voir, je ne sais pas si on peut le voir sur la vidéo, mais déjà, on sait que ce vin, parce qu'il a une couleur assez foncée, eh bien, il va être assez tannique et ça va se vérifier. Alors, on peut le goûter déjà. Je ne sais pas si vous avez un crachoir, Maud. Non, c'est Robin qui l'a. Ah, donc on aura le droit de le goûter, très bien. Alors, on est parti, on va goûter. Voyons. Voilà, donc c'est un vin qui est un petit peu structuré, qui a un peu de tanin. Robin, allez-y, allez à côté aussi d'Olivier. On va goûter en même temps avec Robin, parce que Olivier, il sait faire, mais nous, pas trop. Ouais, voilà, ça. Donc après, il faut recracher dans le bol. Maud, oui, bien sûr. Oui. C'est bien parce que je suis filmée en même temps, donc c'est bien, on va me voir cracher. Un peu de discipline. Donc, ça, c'est la première indication qu'on peut avoir. Couleur, eh bien, intensité de couleur, ça veut dire structure. Donc, il y a un peu de structure. Voilà. Bon, j'avoue, j'ai pas craché. J'ai eu le même réflexe que Maud. Deuxième chose qu'on peut voir, c'est si on fait tourner le vin dans le verre, on a ces traits qui commencent à apparaître sur le verre. Ces traits, ils sont dus à la concentration d'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool s'évapore plus vite que l'eau. Et donc, on a ces traits qui se forment. Alors, je pense pas qu'on les voit à l'écran avec la vidéo. Donc, simplement, il faut expliquer aux auditeurs. Donc, tout simplement, on fait tourner rapidement le vin dans le verre sans faire déborder. Agile et flexible. Je crois que ça vient du coude un peu, non? J'ai l'impression. Et donc, utilisez votre table. Il y a un peu un dépôt qui se forme sur le verre, enfin des traits, vous dites, qui correspondent. Alors, qui correspond à l'évaporation de l'alcool. Ouais. Et vu que l'alcool s'évapore plus vite que l'eau, ça fait ces traits, on appelle ça la tension capillaire en termes techniques. Capillaire, carrément. Ça fait capillaire, ça fait des on rigole parce qu'il y a des collègues qui passent derrière. Il y a des collègues qui passent, qui nous voient à travers la vitre, tous avec notre verre, comme ça, en train de nous agiter, d'agiter le verre. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qu'on peut voir, c'est l'âge du vin. D'accord. Donc alors, attendez, oui, par contre, juste pour préciser, pour ce vin-là, donc là, on a pas mal quand même des traits. Les traits sont assez épais, Robin, je ne sais pas si vous voyez. Moi, ça commence à se former sur mon verre. Ils sont assez épais, ils sont assez marqués. Oui. Ça veut dire que c'est le témoignage d'une concentration en alcool qui est assez présente. Là, on est sur un vin qui est à... 13, c'est pas si marqué que ça. Après, c'est vrai que c'est assez compliqué. Toute la phase visuelle, je dirais, c'est plus pour ceux qui font des concours, etc. Ils vont avoir des indications par rapport à ces différentes choses qu'ils voient dans le verre. Ça va leur donner des indications ensuite pour essayer de deviner le vin à l'aveugle. Là, on fait vraiment en étant très didactique sur les différentes phases. Voilà, c'est pas des choses qui sont non plus très importantes, mais c'est intéressant de le savoir. Puis bon, pour un peu se la péter à la machine à café, c'est pas mal. On va être brillant en société un petit peu quand même. Ensuite, l'autre chose qu'on peut voir, c'est l'âge du vin. Alors c'est vrai que l'âge du vin, comme on dit
disait, dans le vin rouge, il y a des couleurs, les anthocyanes, pigments rouges. Ils vont disparaître avec le temps. Et on a aussi des pigments jaunes qu'on appelle les flavones. Et en fait, donc avec le temps, les pigments rouges disparaissent. Et on a ces pigments jaunes qui sont un petit peu plus, on les voit un peu plus. Donc moins de rouge, plus de jaune. Qu'est-ce que ça donne, Maud et Robin? Oh là, Moins de jaune, plus de rouge. Non, moins de rouge, plus de jaune. Ça laisse du rouge. Ça fait un peu marron-orange en fait. Ouais. Donc c'est ça en fait le signe de l'âge, c'est quand en fait le vin commence à avoir une teinte un petit peu orangée, brune, brique. Ça c'est le signe de l'âge. Et alors là en fait il n'y a pas du tout de temps spécifique. On peut pas dire qu'un vin tourne brique après 5 ans. On peut pas dire qu'un vin ça dépend tourne du vin. Exactement. Ouais. Ça dépend du vin, du cépage, de la concentration. On peut même pas dire que, si vous voulez, Robin, sur un vin de Cabernet Sauvignon, tous les Cabernet Sauvignon, après 5 ans, ils vont tourner. Ah ouais, carrément. Ouais. C'est vraiment selon le vin, la bouteille en elle-même, quoi. Voilà, exactement. Donc si on parle d'un Cabernet qui est très concentré, très structuré, un vin vraiment de garde, et ben lui, peut-être qu'après 10 ou 15 ans, il n'aura pratiquement pas varié en couleur, alors que d'autres, après 1 ou 2 ans, ils auront varié. Il y a des cépages très oxydatifs. Par exemple, la Grenache, c'est un cépage du sud de la France qui est très oxydatif. Et ben ce cépage-là, après, il va changer de couleur un peu. Il va changer de couleur, il va s'oxyder plus rapidement que d'autres. Et des cépages moins oxydatifs, ça va être le Cabernet Sauvignon, la Syrah et d'autres. On va pas tous les nommer maintenant. Très bien. Et puis, je dirais, dernière chose qu'on peut noter sur la phase visuelle, c'est l'acidité. En fait, plus la surface du vin est brillante, et plus on a l'acidité. Là, on est sur un vin du sud de la France. Le disque est néanmoins assez brillant. On est sur des parcelles un petit peu en altitude. Donc, on a quand même une belle brillance, on a quand même une belle fraîcheur et une acidité dans la bouche. Comment on peut dire qu'il est brillant, là, juste en le regardant? Alors, il est brillant, il faut vraiment utiliser un spot assez fort. Mais c'est vrai qu'on est bien là, dans le studio pour regarder. Donc il vaut mieux faire ça au soleil, à l'extérieur, avec la vraie lumière. Non, mais c'est une vraie question. Hein. Alors vous pourriez après c'est vrai qu'au soleil c'est pas top parce qu'après c'est vrai ça va chauffer le vin, c'est moins agréable. Mais je dirais avec un spot là on voit c'est quand même assez brillant, donc on est sur des parcelles, je dirais un petit peu à l'altitude. On a cette fraîcheur, on a cette acidité dans le vin. Voilà. Ça brille, donc c'est acide. Donc c'est assez acide. Après il faudrait comparer différents vins pour dire, encore une fois, c'est pas évident la phase visuelle. Il faut vraiment passer du temps et comparer pas mal de vins différents pour avoir une bonne idée de ce que c'est l'expérience quoi aussi. Exactement, c'est vraiment l'expérience. Voilà. Non, Olivier, j'adore parce qu'Olivier, vous voyez peut-être pas, il est en train de déboucher une autre bouteille et en même temps il parle au micro. C'est assez inédit ici à Radio Lac. Donc qu'est-ce que vous débouchez là? Là en fait je débouche un blanc. On va goûter un autre blanc, un blanc de Genève, par la suite d'un jeune vigneron, Cédric Delacqui d'ailleurs, qui s'est lancé il y a peu de temps. C'est sa première ou deuxième récolte. Et donc là déjà on a parlé de l'apparence du vin dans un premier temps. Maintenant on va parler des arômes. Là on rentre vraiment dans la partie un peu plus intéressante, la phase qu'on appelle olfactive. C'est ce qu'on sent dans le vin. Alors pour nos auditeurs, en fait, il ne faut pas confondre, ça c'est un truc qui est assez important, c'est confondre le goût avec la bouche et ce qu'on sent avec le nez. C'est deux choses différentes, ça peut paraître assez simple, mais c'est pas si simple que ça. Ce qu'on sent avec le nez, ce sont les arômes. Les arômes, il y en a plein. Dans le vin, il y a à peu près 1000 molécules qui sont responsables des arômes. Alors qu'avec la bouche, on ne goûte que 4 choses. On goûte... Est-ce que vous savez, Maud et Robin, ce qu'on goûte avec la bouche? Alors, attendez, j'arrive. Je change de micro. Sucré, salé, acide et puis et amer, voilà. Amer, voilà. Donc en fait, dans le vin, il n'y a pas vraiment de salé. Des fois, il y a des perceptions un peu salines, mais on n'a jamais vraiment de résidus marqués de sel dans le vin. C'est vrai qu'il y a des vins qui sont élevés proches de la mer et des fois on a un peu des teintes iodées, des perceptions iodées, des arômes un petit peu iodés, mais c'est jamais vraiment salé en bouche, il n'y a pas vraiment de gros sel dans le vin évidemment. Donc on est sur sucré, salé et amer. Sucré, acide, amer pour la bouche, mais on en parlera juste après. Là, on va parler des arômes, c'est ce qu'on sent avec le nez. Il y a plein de molécules qui sont responsables de ces arômes. Et on va commencer attendez, parce que moi, j'ai pas de vin blanc avec tout ça. Vous m'avez complètement. Ah oui, c'est vrai. Oui. Bon, alors, Olivier, je vous décris la scène. Hein. Olivier se lève pour venir me servir. Que c'est beau. Mon petit verre. Voilà, merci beaucoup. On devrait en faire un jingle, je pense. C'est pas mal. Donc, je reviens pour les arômes. Donc, merci, les arômes, c'est assez important. Et il y a 3 types d'arômes, en fait. C'est assez simple dans le vin. Il y a les arômes primaires, secondaires et tertiaires. Alors, les arômes primaires, en fait, ils dépendent du type de raisin. En fait, chaque raisin a un petit peu sa signature aromatique. Hein. Il y a plein de raisins différents. Il y a à peu près 10 000 cépages recensés dans le monde. Il y en a 250 en Suisse, il y en a beaucoup en Italie, il y en a 1000 natifs, etc. Chacun a à peu près sa spécificité olfactive et gustative. Il y en a qui sont plus ou moins aromatiques que d'autres et qui ont certains types d'arômes et d'autres pas de type d'arôme. C'est assez varié en fait. Voilà. Donc là, on va commencer avec un Sauvignon blanc de
Catalogne. On reste dans votre région, Maud. Ah, formidable. Ma région natale, la Catalogne Nord. D'un domaine, l'Auxerrois, c'est un domaine du Penedès. Et on est sur un Sauvignon blanc 100%. Pourquoi j'ai choisi ce vin ? Parce que le Sauvignon blanc, Maud et Robin, il a ces arômes très marqués de groseille à maquereau. C'est une groseille sauvage qu'on trouvait dans les jardins de nos grands-mères. Ah ouais. Alors maintenant, c'est vrai qu'avec les pesticides et les herbicides, il n'y a plus trop de groseille à maquereau malheureusement, mais on trouve toujours cet arôme. Et c'est un arôme un petit peu citronné comme ça. Alors des fois, certains disent c'est l'arôme de pipi de chat. Ouais. Alors, c'est pas très Ça sent romantique. pas comme ça, hein, C'est pas très- tout de suite. Hein. C'est pas très romantique. beau. Moi, j'aimerais bien que mon chat fasse des pipis comme ça. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que c'est pas mal. Donc, est-ce qu'on doit aussi faire comme on a fait tout à l'heure, Voilà. agiter comme ça pour voir les dépôts Voilà. d'alcool et d'acidité? Alors ça, on peut le faire. Mais maintenant, on va passer directement au nez. Et c'est vrai que ça sert beaucoup de faire tourner le vin dans le verre à en fait aérer le vin et donc à mieux sentir. Et aussi la forme du verre est importante. Alors après, chers amis auditeurs, il faut pas forcément un verre pour chaque vin différent, même s'il y a des fabricants de verre qui font des verres pour chaque type de cépage, c'est assez incroyable. Là, on est sur un verre qui est tout à fait classique de dégustation et qui a une forme en tulipe. Pourquoi ? Parce que il faut que le haut du verre soit plus resserré que la base du verre. Pourquoi ? Parce que les arômes, c'est si on pouvait les voir, ces molécules olfactives, elles montent verticalement. Comme ça. Elles montent verticalement. Ouais. Et si on n'a pas cette courbure en haut du verre, ça ne va pas concentrer les arômes en haut du verre et ce sera beaucoup plus difficile De les sentir. de sentir. Ouais. Exactement. Donc essayez à la maison, prenez un verre à eau classique ou droit ou un peu ouvert. Et plus large à la base et resserré Resserrez. en haut. Mais si vous faites le test avec un verre chez vous, un verre à eau classique, vous mettez du vin dans un verre à eau classique qui est droit, vous sentirez pas. D'accord. Vous sentirez beaucoup plus difficilement en fait. Alors qu'un verre où le haut du verre est plus resserré que la base, eh bien on sent beaucoup mieux. Très Alors bien. on va sentir donc. Alors je sais pas ce que vous en pensez, Robin et Maud. Ah bah c'est vrai que ça sent un peu le citron, quoi. Voilà. Le citron, C'est citron et c'est une odeur un peu comme ça acide. un peu aigre. Un peu Presque. exactement, ouais. Et c'est vraiment la signature du Sauvignon blanc, ce côté agrumes, citron, groseille maquereau qui est assez marqué. Là, on est sur un arôme variétal, on est sur un arôme qui dépend du type de cépage. C'est le premier type d'arôme en fait. Donc comment ça se passe, c'est qu'en fait dans le grain de raisin, il y a des molécules qu'on appelle les précurseurs d'arômes. C'est des molécules qui sont dans la chair du raisin et quand on va écraser le raisin, eh bien ces précurseurs d'arômes, ils rentrent en contact avec des enzymes qui sont sur la peau du raisin et ça crée un arôme. D'accord. Ok. Donc c'est très simple en fait. Voilà, ça c'est les arômes variétaux qui dépendent du type de cépage. Voilà. Donc après, autre type d'arômes qu'on retrouve très souvent dans le Cabernet Sauvignon, on retrouve le cassis. Dans le Viognier, on va retrouver par exemple des arômes d'abricot, des arômes de fruits jaunes. Dans le Gamay, dans le Pinot Noir, on a souvent ces arômes de fruits rouges. Ça c'est les signatures arômes variétaux qu'on retrouve très souvent dans chaque type de cépage. Voilà, ça c'est assez marqué. Après, on va parler des arômes secondaires. Alors, les arômes secondaires, ils sont. C'est en goûtant, non? C'est encore toujours en sentant? C'est impatience. Non, mais pas du tout. Désolé, moi, je fais pas de teasing du tout, hein, ça c'est la réalité. Hein. Bon, d'accord. On reste dans le nez du vin. Et donc le nez du vin, là on est sur cet arôme secondaire. Et ça, l'arôme secondaire, alors pour expliquer à nos auditeurs, c'est un peu la partie technique. Quand on fait du vin, donc on transforme le jus de raisin en vin par une fermentation. Donc le jus de raisin, il fermente avec des levures qui sont sur la peau du raisin. On peut aussi utiliser des levures de culture. Et cette fermentation, elle va créer de l'alcool, des arômes et plein de dérivés de l'alcool et plein d'autres choses. Elle va créer aussi un petit peu de sulfite. Dans tous les vins, il y a des sulfites. Il faut penser qu'on parle beaucoup des vins sans sulfite. Oui, mais c'est plutôt le sans sulfite rajouté. On ne va pas rajouter de sulfite dans les vins. Sinon, il y a des sulfites dans tous les vins. 10 à 20 mg de sulfite par litre à peu près. Et donc... Vous avez dit par litre. Par litre, absolument. Et donc là, on est sur ces arômes secondaires qui sont produits pendant la fermentation. Il y en a beaucoup. Et donc, ils sont responsables tous du bouquet du vin, de ce que va sentir le vin in fine. Donc là, sur le Sauvignon blanc qu'on a goûté, c'était assez marqué arôme variétal, agrumes, groseille à maquereau. Mais ce serait sur un vin, un autre type de vin, parce que le Sauvignon blanc, c'est vraiment un cas à part où c'est très très marqué, comme le Viognier, c'est très très marqué. Il pourrait y avoir d'autres types d'arômes. Alors après, c'est assez compliqué pour les auditeurs. Il faut expliquer que d'essayer de tracer l'origine de l'arôme. On sait qu'il y a des arômes primaires, on sait qu'il y a des arômes secondaires, mais dire
cet arôme que je sens là, je suis sûr que c'est un primaire, je suis sûr que c'est un secondaire. On n'est jamais vraiment sûr à 100%. Même les professionnels. Voilà, on sait là, parce qu'on goûte on sait parce qu'on goûte un Sauvignon blanc, donc on sait que le Sauvignon blanc, il a ses arômes variétaux qui sont assez marqués, ça on le sait d'expérience, mais on pourra jamais dire, je suis certain que voilà, cet arôme, il faudrait analyser le vin, et même c'est assez compliqué. Donc la science sur les arômes, on sait des choses, mais on ne sait pas encore vraiment tout précisément. D'accord. Donc voilà, arômes secondaires. Et après, il y a les arômes tertiaires qui viennent ensuite pendant la maturation du vin, lorsqu'on fait vieillir le vin. Donc une fois qu'on a produit le vin, une fois qu'on a fait fermenter ce vin, on le met soit en bouteille directement, ce qui était le cas pour ce vin-là. Il a passé directement. Il a été fait dans une cuve en inox et des amphores aussi. Et pour une toute petite partie, 5% du vin en barrique. Donc le côté barriqué est très très peu marqué sur ce Sauvignon blanc. On n'a pas vraiment des arômes boisés. Alors les arômes boisés, en fait, c'est ces fameux arômes tertiaires qu'on a pendant la maturation. Les arômes boisés, c'est quoi? C'est évidemment tous les arômes dérivés du toast. Donc pourquoi? Parce qu'on fait, en fait, on chauffe le bois pour faire la barrique, pour plier la barrique, on la chauffe. Et cette chauffe, en fait, elle va donner à la barrique et ensuite au vin, parce que le vin dans la barrique, il va diluer ses arômes de toast. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la vanilline, c'est un composé du bois. Et ça va donner des arômes de vanille aussi sur les bois neufs. Donc c'est assez marqué, la vanille sur des vins qui ont vu du bois. Et alors après, il y a plein d'arômes de type grillé, donc on a tout ce qui est les noix grillées et très proche aussi des noix. Il y a beaucoup d'arômes qui sont liés aux noix, notamment dans les vins blancs qui sont passés en barrique. Donc tout ce qui est amandes, ça marche. On a beaucoup ces arômes d'amandes. Robin est en train de faire un voyage olfactif moi, magnifique. je découvre. Il était en train d'écouter tout ce qui était on peut faire un peu le bois, veut, en fait. les noix. Oui, mais tout à fait. On peut faire un peu ce qu'on veut avec le vin, en mettant ce qu'on veut dedans. Voilà. Alors après, on peut faire ce qu'on veut, mais après c'est vrai que l'élevage du vin, il dépend aussi beaucoup d'une chose. Il dépend aussi de la concentration du vin. C'est-à-dire qu'en fait, plus le vin est puissant, plus le vin est concentré, plus on va pouvoir mettre des élevages en barrique assez marqués, parce que c'est une question d'équilibre. Donc en fait, si vous avez un vin assez léger, par exemple ce Sauvignon blanc, si vous lui mettez plein de barriques, si vous le mettez en barrique et que c'est des barriques neuves, ça va marquer le vin avec des arômes vanillés, boisés, qui vont prendre le dessus sur le côté fruité, et du coup, il va perdre un peu sa personnalité, et ça va pas être très très élégant. Ça va être un bon Sauvignon. Voilà. Donc après, il faut que l'élevage en barrique sur des Sauvignons blancs, il soit pas en bois neuf. Souvent, certains qui le font, ils utilisent des bois qui ont déjà été utilisés. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez des barriques de seconde main ou de troisième main, là, effectivement, on n'aura pas ces arômes boisés, pas ces arômes toastés. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis on va goûter un autre vin. Alors si vous pouvez vider votre premier. Alors on goûte pas du tout le Sauvignon, donc. Alors vous pouvez le goûter, Maud. Je l'ai pas goûté moi. Juste. Mais là on est dans la phase olfactive. C'est vrai. Toujours pour le plaisir des auditeurs. Voilà. Si avec ça vous avez pas ouvert une bouteille avec nous. À la vôtre. C'est rien, moi j'arrive tout de suite. Oui. Alors oui, mon verre est vide. Je vous laisse le sentir, Robin. Vous commencez à le sentir, si vous voulez. Ah oui, c'est clair. Donc Robin sent vanille. Ah oui, il est bien différent de l'autre quand même. On sent qu'il y a une différence. Merci Olivier. Et donc, alors celui-ci, c'est un vin genevois, c'est ça, vous nous avez dit. Ouais, ça c'est un vin genevois, donc de Cédric Delaquique, qui est un jeune vigneron. Oui. Et donc là, on est sur. Alors, je vais reprendre l'assemblage parce que je sais plus ce qu'il y a dedans. Pour être très précis. Ouais, je vais juste reprendre. Tac. Mais là, je vous laisse le goûter et me dire déjà ce que vous en pensez en live. Alors, il est complètement différent à l'odeur, clairement. J'ai l'impression qu'il est moins présent que celui d'avant. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il pique davantage la narine, celui-ci. C'est possible ou pas, Olivier? D'accord, alors là après, il faut effectivement voir ce qui se passe chez vous. Je sais pas ce qui se passe, mais non, en fait, disons, après, ça dépend des arômes. C'est vrai qu'il y a des arômes on est plus ou moins sensible, qui peuvent être plus ou moins intenses et du coup, qui peuvent plus ou moins vous marquer. Moi, je dis plus rien, je bois. Donc là, c'est triste de dire ça, Maud. C'est vrai j'ai l'impression qu'il est quand même moins présent, c'est un peu plus discret.
quand on, Ouais, c'est un peu sent l'intérieur. exactement, c'est un peu plus discret. Ouais. Donc Il là, est plus clair aussi de Là, visu, j'ai l'impression. Là, on est sur une dominante de Chasselas. Alors, il y a un peu de Sauvignon, et il y a aussi un peu de Petit Arvin. Et puis, on est sur un vin qui est aussi élevé en cuve, donc on n'aura pas ce côté boisé. Effectivement, on sent pas d'arômes boisés. On reste sur des arômes fruités qui sont un peu moins marqués que sur le Sauvignon blanc précédent. C'est vrai que le Sauvignon blanc, il est très intense au niveau du nez. On renifle, là, juste pour expliquer le silence, on a les trois le nez dans notre verre. Donc là, on est sur des arômes plutôt fruits blancs, un type poire. C'est vrai que on sent la différence quand même. C'est moins intense, mais c'est néanmoins assez élégant. J'ai l'impression qu'il y a moins de choses qui se distinguent l'une après l'autre, alors Voilà. que c'est plus global peut-être. Voilà, et c'est un peu plus subtil. Oui. Peut-être. Alors on va faire remuer, comme on nous a appris, comme ça, voilà, tac, 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 sans te faire déborder. Et on continue à renifler. Donc là, on est sur un vin effectivement où les arômes sont... alors il y a aussi des arômes un peu floraux, de fleurs blanches. Alors c'est vrai qu'il y a plein de types d'arômes. Et souvent, quand on déguste... On est un petit peu pris par mais qu'est-ce qu'on sent, on est stressé, mais je sens rien, mais qu'est-ce que je sens, mais quel arôme, mais quel mot. Il faut, pour mettre des mots sur des arômes, il faut pas mal s'entraîner en fait. Il vaut mieux partir sur des grandes familles d'arômes. Il vaut mieux partir sur plutôt je sens plutôt des fleurs ou je sens plutôt des fruits et ensuite aller après affiner quoi. Exactement. Ouais. Donc là par exemple on sent des fruits, quels fruits, on sent des fleurs, quel type de fleurs. Là on n'est pas sur un vin où il y a non plus 10 000 couches d'arômes. Quand il y a plein de différentes couches d'arômes, on va dire que c'est un vin qui est complexe. J'ai dégusté un rouge et puis deux blancs, un sauvignon et puis un vin de Genève, un Chasselas je crois, non c'était... Chasselas, ouais, c'était un assemblage Chasselas avec un petit peu de Petit Arvin et un petit peu de Sauvignon. Voilà, et c'était, on a fait donc la partie, allez-y. Et moi j'avais une Robin. question pour Oui. Olivier. Souvent je vois quand on déguste du vin ou quand on boit du vin, on a un espèce de... Moi j'avais une bouteille à la maison qui permettait de mettre du vin dedans et puis d'aérer la chose. Oui. Est-ce que Une ça va... Elle a une carafe tout bête. Ouais. Est-ce que... ça s'appelle un verre. Est-ce que... Apprenez des mots avec Robin Voilà. Garcia. Je viens de décrire un verre magnifiquement, n'empêche. Est-ce que ça sert uniquement pour l'odeur, Oui. pour le nez, ou est-ce que ça sert aussi pour la bouche? Enfin, déjà, à quoi ça sert pour le nez? Absolument. Ça Alors donc change. le carafage, à quoi ça sert? C'est une très bonne question, Robin. Merci de cette question. Ça sert Robin. à notamment sur les vins originellement assez vieux. Ce qui se passe, c'est que dans les vins vieux, il y a pas mal de produits solides dans le vin, et avec le temps, en fait, ça fait un dépôt. Et donc, en fait, au restaurant, par exemple, lorsqu'on sert le vin, pour éviter qu'on serve le vin et qu'il y ait du dépôt ensuite qui aille dans le verre de la personne à qui on sert, eh bien, on a pensé que, on pouvait carafer le vin pour laisser le dépôt dans la bouteille. C'est pour ça qu'historiquement, les sommeliers, quand vous les voyez, ils font un carafage à la bougie, c'est-à-dire qu'ils mettent une bougie. Pourquoi? Pour voir au moment où on arrive sur la partie dépôt. Souvent, on va verser le vin doucement dans la carafe, et tac, on arrive, il y a le dépôt. Et on s'arrête. Et on s'arrête, on laisse vraiment, il laisse toujours un tout petit peu de vin avec le dépôt, tac, dans la bouteille. Et donc il y a une bougie dessous. Et une bougie pour voir justement ce Super. dépôt. Au moment où on arrive, parce que par transparence, on va avec la bougie. Si on fait pas la bougie, c'est compliqué, ou s'il n'y a pas une lumière, c'est un peu Une compliqué. lampe de poche, ça marche aussi. Ouais. Oui, Exactement. voilà. J'avais Ouais. jamais vu à la bougie, mais bon, c'est... On revient au spot finalement. Ouais, voilà. On avait parlé au début de l'émission. Ouais, c'est un peu ça. Achetez un spot si vous voulez déguster du vin. Voilà, c'est un peu ça. Et puis après, sinon, c'est vrai que le carafage, il sert beaucoup aussi à, sur les vins jeunes, à donner un petit coup de vie au vin, puisque l'aération va arrondir les tanins. Ouais, on va en parler justement, ça fait une très bonne transition, Robin, merci beaucoup. Incroyable. C'est énorme, c'est énorme. Pour la suite, puisque maintenant on est dans la partie gustative du vin. Oui, il y a eu 3 parties, on rappelle. Ça se fait toujours en 3 parties, une dégustation. Olivier, rappelez-nous les 3 parties. Donc la partie visuelle, première partie, donc peut-être moins intéressante pour les dégustateurs amateurs. Ensuite la partie olfactive, on va sentir ce qu'il y a dans le vin, les arômes du vin. Donc il y en a plein, il y a des 1000 molécules qui sont responsables. Il y a des arômes fruités, floraux, on l'a vu. Les auditeurs peuvent réécouter d'ailleurs les émissions podcast, les premières parties. Et puis ensuite il y a le goût du vin, c'est-à-dire ce qui se passe une fois qu'on a pris une gorgée de vin. Et là, en fait, avec la langue, on va goûter que 4 goûts, on l'a dit tout à l'heure, sucré, acide, amer. Alors, on va commencer avec les vins blancs, parce qu'il faut vraiment scinder vin blanc, vin rouge. Alors, reprenons notre verre de vin blanc, Maud et Robin. Alors, ça y est. Voilà. Donc, on était sur ce Chasselas, assemblage Chasselas, Sauvignon et Petit Arvin. Et donc, si on prend une gorgée de vin, qu'est-ce qui se passe en bouche? Alors, vous allez prendre une gorgée de vin et je vais vous expliquer un petit peu les différents piliers du goût du vin blanc. Alors, on est tous en train de goûter. Enfin, goûter, allez-y, comme ça je goûte. On va laisser les auditeurs. Voilà, ça y est. Donc, il faut faire comme ça.
Il faut faire un peu... Alors, par contre, je remarque qu'il faut vraiment de la technique pour réussir à ne pas l'avaler et le mettre dans le... Mais c'est un réflexe, en fait. C'est juste un réflexe, quoi. Oui, absolument. Donc, en fait, sur les vins blancs, on a deux piliers du goût. On a l'acidité et l'alcool. Alors, l'acidité... bravo. Bravo. L'acidité, en fait, elle fait saliver. Et c'est ce côté un petit peu fluide du vin. Si vous mordez Maud et Robin dans un bout de citron, vous avez ce côté de salivation qui se passe. Ouais. On va saliver beaucoup. Eh ben, c'est le même effet de l'acidité. Dans tous les vins, il y a l'acidité, c'est un des composants majeurs du vin. Et cette acidité, elle va faire saliver. Elle est très importante, surtout dans les accords mets et vins. Puisque il faut cette acidité. On dit, nous les humains, on n'aime pas les côtés très extrêmes avec l'acidité très marquée. J'aime pas ce vin est acide, mais l'acidité elle est importante. Il en faut de l'acidité. Si vous n'avez pas d'acidité dans les vins, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Eh bien on a le profil qui est l'autre pilier du goût, l'alcool, la rondeur de l'alcool qui va prendre le dessus. Et sur des vins où il manque de l'acidité, ça peut être un peu écœurant. Cet alcool qui est un peu trop marqué, si vous voulez, par rapport à l'acidité. Ça manque d'équilibre finalement. Exactement. D'accord. Donc là, vous donnez vraiment, Maud, merci de cette transition. C'était vraiment quelque chose de très important. C'est l'équilibre du vin. C'est toujours l'acidité par rapport à l'alcool et l'alcool par rapport à l'acidité. L'un et l'autre s'équilibrent. Et donc, l'acidité, c'est ce côté très... je dirais fluide, ce côté sec, c'est ce qui donne le côté sec au vin blanc. On dit qu'un vin blanc est sec lorsque l'acidité prédomine. Et on dit qu'un vin est plutôt rond lorsque l'alcool prédomine dans l'équilibre du vin. C'est toujours là. Un vin doux n'a pas du tout d'acidité ou on a très très peu du coup ? Si, il peut avoir de l'acidité. On peut avoir des vins doux avec des très fortes acidités. Ça dépend du type de cépage, notamment le chenin blanc ou aussi le petit Mansin, gros Mansin qu'on trouve dans le sud-ouest de la France pour le fameux vin, le Jurançon. Et ben ça, c'est des vins doux. Il y a différents types de Jurançon. Il y a des Jurançons secs, des Jurançons doux. Mais sur les Jurançons doux, et ben on a ce sucré. C'est des vins qui sont récoltés en surmaturité, donc gorgés de sucre, et tout le sucre n'est pas transformé en alcool. Et on a aussi l'acidité du cépage qui est très marquée. Donc on est sur un vin où en fait, grâce à l'acidité, ça équilibre bien l'alcool et le sucre. Donc il faut cette acidité qui est très importante, surtout sur les vins sucrés en fait, pour avoir un équilibre pas trop lourd. Donc là on a acidité et alcool. Voilà. Sur ce vin-là, qu'est-ce que vous avez pensé en fait si on reprend une gorgée de l'acidité et de l'alcool ? Donc l'alcool, apporte cette rondeur. L'alcool a un goût légèrement sucré aussi, il faut le dire aux auditeurs. C'est légèrement sucré le goût de l'alcool, mais c'est aussi surtout une question de texture. L'alcool, il apporte cette densité, cette rondeur en bouche. La densité, c'est une densité qui est plus importante que pour l'eau. C'est plus riche, c'est plus du côté du sirop, si on devait un petit peu imaginer, que de l'eau. L'alcool a cette rondeur, cette épaisseur, je dirais. L'épaisseur de l'alcool, elle est présente, et donc cette épaisseur, elle apporte cette texture ronde en bouche. Est-ce que vous sentez acidité, alcool, Maud et Robin, qu'est-ce qu'on en pense sur ce vin ? Oui, c'est plutôt acide qu'alcool. D'accord. Et Robin ? Moi je suis plutôt là-dessus aussi. Ouais. Alors effectivement, on est sur un vin qui est assez sec, mais on n'a pas que du côté sec, on a quand même un côté assez rond qu'apporte la petite Arvine. La petite Arvine, c'est un cépage qui est justement un petit peu de corps. On a ce côté sec qui attaque en première impression, et après on a ce côté très rond qui vient derrière nous prendre la bouche, cette rondeur. Donc ça, c'est pour les vins blancs acides d'alcool. Donc on va dire que sur ce vin blanc, on est plutôt sur un vin blanc sec, mais assez puissant. C'est pas un vin qui est très léger. Il y a presque une petite pointe, peut-être je me trompe, d'amertume, mais qui arrive vraiment bien longtemps après. C'est possible ou pas ? Oui, mais c'est pas désagréable. Non, absolument. Alors l'amertume, elle va venir aussi du pressurage, puisque quand on presse le raisin, on va écraser aussi les pépins, et ça va donner dans les pépins il y a des tanins, donc ça va donner ça va donner ce goût un petit peu dont on va parler juste maintenant, d'astringence, d'amertume. D'accord. Donc là, c'est sur les vins blancs. Maintenant, on va parler au vin rouge. Alors, je vous invite à prendre votre verre de vin rouge. Oui. Donc, moi, j'avais toujours le premier, juste pour information. Oui, j'avais toujours le Languedoc-Roussillon. Ne vous inquiétez pas, je peux vous oublier sur le second. C'est juste pour Il y a eu un petit coup de stress de la part de Maud, mais tout va bien. Vous en aurez. Je vous laisse les bouteilles Maud. De toute façon, on s'est mis d'accord. Merci. Donc, alors là, sur les vins rouges, maintenant, c'est vrai qu'on avait acidité, alcool sur les vins blancs. Maintenant, on va rajouter la partie tanin, les tanins. Alors ça, c'est dans la peau du raisin, on l'a dit au début, pareil que la couleur, les molécules, les pigments rouges, les anthocyanes. Et donc, les tanins, ils font partie, c'est les polyphénols. Et donc, les tanins, ils ont ce goût légèrement amer en bouche. Mais pas toujours. Il y a différents types de tanins. Il y a des tanins qui sont plus ou moins qu'on appelle astringents, qui sont plus ou moins râpeux. L'astringence, c'est quoi ? C'est tout simplement que les tanins, ils vont réagir avec les protéines de la salive. Et ça précipite, ça fait une sorte de résidu sur les gencives, et c'est un petit peu râpeux.
Voilà, ça c'est l'effet des tanins en bouche. Et donc, il y a des tanins qui sont plus ou moins marqués. Donc là, sur ce premier vin donc du Languedoc, qu'est-ce qu'on pense de ce côté râpeux, Maud et Robin? Alors, on va goûter d'abord. Alors, moi, j'avais goûté tout à l'heure, mais je me souviens plus. Non, mais je ne crois pas que j'ai le nouveau aussi. Je crois l'autre que j'avais avant. Je vais le... Ah ouais? Mais c'est pas le nouveau. On commence avec. Oui, c'est l'ancien justement. J'ai pas le bon. Ah, d'accord. Ouais, bonne technique, Robin, pour. Ouais, c'est ça. Non, Exactement. Exactement, bien noté, Olivier. Ah, mais je suis démasqué. Donc alors, on remue, on goûte. Donc voilà. Ça fait un petit peu bizarre toujours de passer du blanc au rouge. Ouais, c'est un peu bizarre. Et puis j'ai encore avalé le vin. Oui, non, mais moi aussi, mais je n'y pense même pas en fait. C'est tellement un réflexe que. Donc là, on est sur un vin qui est légèrement tannique. Il y a un peu ce côté un petit peu qui est un petit peu râpeux en fin de bouche. Mais on a quand même, je dirais, la rondeur. Oui, ça reste bien quand même. Par rapport à celui d'avant, bon, c'est du blanc, ça n'a rien à voir, mais il est moins râpeux, j'ai l'impression. Parce que, en fait, la Grenache sur ce vin, qui est un cépage peu tannique, justement, apporte l'équilibre par rapport au Carignan, qui est très tannique. Donc, on a ce côté assez rond et en même temps un peu tannique. On a un peu les deux, en fait, sur ce vin. Donc là, on a acidité, alcool, plus tanin. Alors, les tanins, ils se mettent du côté de l'acidité, et c'est l'alcool qui vient un petit peu enrober le tout, les tanins, pour l'équilibre. Très bien. Et souvent, en fait, l'acidité fait ressortir les tanins. C'est pour ça qu'en fait, on va diminuer, on va faire en sorte que les vins rouges aient moins d'acidité que dans les vins blancs, parce qu'il y a déjà les tanins qui donnent cette structure dans les vins rouges. Donc, la colonne vertébrale du vin rouge, elle est vraiment faite par les tanins. Donc, on est bien d'accord, il n'y a pas de tanins dans le vin blanc. Il n'y a pas de tanin dans le vin blanc. Dire ce vin est tannique. On peut faire des vins blancs tanniques. Si on fait des macérations avec les pots du vin blanc, on aura des tanins dans les vins blancs, dans les pots du vin blanc. On pourra néanmoins faire des vins blancs tanniques, mais qui sont très peu faits aujourd'hui historiquement et culturellement. On fait des vins blancs où on sépare la peau du jus. On n'a pas ces tanins de la peau du raisin, donc on fait des vins blancs qui sont non tanniques en fait. D'accord. Donc cette précision. Et il faut qu'on se dépêche. Le temps nous manque, Olivier. Voilà, donc c'est passionnant. On a envie de continuer, mais dites-nous. Mais pour conclure, je dirais voilà, sur les vins rouges, il y a cette structure qui est apportée par les tanins et on a moins d'acidité que sur les vins blancs. On a donc effectivement alcool, tanin. Là, on est sur un vin rouge qui est assez structuré avec une certaine rondeur. Voilà, assez puissant, je dirais. Mais il faudrait qu'on fasse une autre émission et qu'on détaille un petit peu plus, peut-être. On en Moi, je suis pour. Oui, alors Robin Garcia, ça vous a plu cette petite dégustation? Moi, ça m'a bien plu. J'ai bien envie de trouver un livre ou quelque chose qui permet de retrouver tout le lexique par rapport à ça. Peut-être Olivier, vous avez un conseil? Oui, il y a pas mal de livres différents, absolument. Moi, j'ai beaucoup fait d'études sur le vin en Angleterre, donc j'ai pas mal de références en anglais. Mais effectivement, je regarderai ça pour une prochaine émission. Avec plaisir. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Merci.